quid du futur article 49? Eh bien, il n'est pas encore arrêté, mais il pourrait aller au-delà de la simple, si je puis dire, égalité des chances femmes-hommes et englober d'une manière plus générale la problématique de la diversité, c'est-à-dire toucher le sexe, l'origine, catégorie socio-professionnelle, âge et handicap. Alors, chaque année, l'organe de régulation du CSA rend un avis sur la réalisation par la RTBF de ses obligations contenues dans le contrat de gestion. En 2009, 2010, 2011, il a été fait grief à la RTBF de ne pas avoir de plan formel d'égalité des chances. Et donc, la RTBF a été gentiment invitée à formaliser cette politique dans un plan, tout à fait formel cette fois, et approuvé par le CA. Donc, j'ai été chargée de ce dossier en 2011 de manière plutôt informelle et en 2012 ce fut plus formalisé. Je me suis attachée à faire un état des lieux de la situation femmes-hommes à la RTBF. Quelques chiffres. Actuellement, il y a 37,33% de membres du personnel féminin et 62,67% de personnel masculin. Alors les directions là, il n'y a pas de scoop. Hein. Les directions plus féminines, eh bien, c'est l'administration générale et la DGRH, c'est classique. Les plus masculines, c'est la DGTE et les émetteurs. Alors, il y a au niveau du management 25% de managers femmes. J'englobe là tous les niveaux de management et 75% de managers hommes. Il y a une seule femme au comité de direction. Et il y a 4 femmes contre 9 hommes au conseil d'administration. Donc, évidemment, des efforts sont à faire. J'ai fait du benchmarking, j'ai assisté à différents séminaires, tout ça pour m'inspirer et élaborer un plan d'action triennal dont je vais vous parler à présent. Donc, ce plan d'action a été présenté et adopté en janvier 2012 au conseil d'administration. Voilà le plan et le petit logo. Alors, les objectifs stratégiques, eh bien, c'est renforcer l'identité, les valeurs de la RTBF et c'est bénéficier de cette plus-value qu'apporte l'égalité des chances femmes-hommes. Dans les objectifs opérationnels RH, eh bien, nous allons évidemment tenter d'augmenter le nombre de femmes dans l'entreprise. Je viens de vous donner les chiffres, ce n'est pas mixte. Augmenter le nombre de managers féminins, là c'est une action très précise et qui nous tient à cœur. Gérer les talents en favorisant cette parité et gérer la relève en favorisant également la parité. Nos actions, ben, ce sera une identification des talents, ce sera de la formation, de la sensibilisation. Nous tenterons également d'objectiver nos process de recrutement et de promotion. Et également, nous allons tenter de favoriser l'accès aux formations. Un point important aussi, c'est améliorer le bien-être au travail en faisant la promotion de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et je vous cite également un objectif en matière de com, qui est donc de renforcer nos valeurs en communiquant sur ce dossier en externe et en interne. Les actions 2012, eh bien, nous avons organisé en collaboration avec une association des métiers de la formation qui s'appelle Epsilon, nous avons organisé une conférence sur le leadership a-t-il un sexe. Dans nos participants, il y avait quelqu'un de connu en matière d'égalité des chances, c'est Albert Ragon, qui est le CIO de Danone et qui fut le lauréat 2010 de l'AXA Women at Work Award. Alors, on a constitué un groupe de pilotage chargé de me seconder dans l'exécution du plan. Ce groupe comprend des collaborateurs de toutes les directions. Nous avons planifié 3 réunions en 2012. Notamment, notre dernière réunion, nous avons fait un brainstorming sur la thématique de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et notre prochaine réunion est fixée en décembre. Alors, le 26 juin, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Stéphane dans le cadre des 52 minutes de la formation, qui sont des petites formations flash. Et il est donc intervenu, comme il va le faire tout à l'heure, sur les stéréotypes sexistes et sexués dans les médias. Autre activité, bien aujourd'hui, merci de votre présence, Chercher la femme. Et nous allons également rédiger une communication interne qui figurera donc dans l'intranet sur le groupe de pilotage, ses travaux. Et nous créerons aussi une boîte mail égalité des chances pour recueillir les réflexions, les propositions, les suggestions. Alors, on se bloque méchamment? Non. L'avenir, eh bien l'avenir, nous allons organiser pour des groupes mixtes, donc ce ne sera pas réservé à des collaborateurs féminins, des sessions de formation sur le leadership équilibré. Donc, pour montrer qu'il y a apparemment un leadership typiquement masculin, typiquement féminin, et que les femmes, pour se rapprocher peut-être de la lumière, essayent d'agir en manager masculin, mais que ceci n'est pas nécessairement productif et qu'on a besoin justement du yin et du yang. Alors, il faut également sensibiliser le top management parce que tout viendra de là. Si on ne se sent pas soutenu dans nos actions par le top, rien ne pourra se faire. Et donc, nous sensibiliserons aussi le middle management et nous continuerons, dans le cadre des 52 minutes de la formation, d'avoir des thématiques qui concernent l'égalité des chances. Merci de votre attention. Voilà pour la politique RH, Jean-Pierre Jasmin, éditeur de l'information du sport. Je vais prendre le micro pour l'enregistrement. Merci Dominique. En quelques mots, et je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais c'est parce qu'on a intitulé ce midi de la déontologie, ce midi de la formation, Chercher la femme. Et sachez bien qu'il ne s'agit pas de traquer les femmes, mais bien d'un programme qu'on a essayé de définir dans l'information, dans lequel on a fait le constat, et je pense qu'on va vous l'exposer dans quelques instants, dans lequel les médias en général sont clivés et ne respectent pas la représentation des genres dans la société. Et je pense que de la représentation des genres, on peut aussi très rapidement passer à la représentation des communautés. Et on a un certain nombre de stéréotypes et de pratiques journalistiques qui renforcent quelque part, j'allais dire, les mauvais penchants de la société. Et donc, Chercher la femme, c'est un propos qu'on tient aux journalistes en leur disant, quand il y a la possibilité sur le terrain du reportage, dans le débat, je vois qu'Olivier Marois est là, il le sait bien, et lui qui travaille toutes les semaines à essayer d'obtenir des plateaux les plus équilibrés possibles, par rapport à une société qui, par sa représentation, et le monde politique, le monde économique, est particulièrement surreprésenté en termes d'hommes. Ce n'est pas par hasard que l'on parle de quotas dans les conseils d'administration de 40%, qui a été recalé au niveau du Parlement belge. Je pense que c'est il y a un jour, au Parlement européen, il y a un jour ou deux. C'est pas par hasard. Et donc, si nous travaillons naturellement, les journalistes, eh bien, naturellement et involontairement, nous renforçons les clichés et les clivages. Il est beaucoup plus facile de trouver un économiste homme. Il est beaucoup plus facile de trouver un patron homme. Il est beaucoup plus facile de trouver un chercheur universitaire homme, pour différents types de raisons. D'abord parce que c'est clair qu'au niveau des conseils d'administration, au niveau de la représentation politique, les hommes sont beaucoup plus présents que les femmes. Et peut-être que les hommes ont par propension nature à se mettre un peu plus en avant que les femmes et que au niveau par exemple des études universitaires, où on voit bien pourtant que la parité est plus ou moins est plus proche de la réalité de la société, eh bien malgré tout, nous allons plus habituellement rencontrer un homme qu'une femme. Et donc le programme de Chercher la femme, c'est de dire, essayez, forcez-vous quelque part, même si dans l'urgence journalistique, vous avez tendance à aller vers la personne la plus facile, celle que l'on connaît, dont on sait quelque part qu'elle s'exprimera bien, qu'on aura la vulgarisation, eh bien, essayez malgré tout de forcer le trait et d'aller chercher des femmes pour entendre cette expression à l'antenne.
le CSA a fait une étude, voilà, j'osais croire, je continue à croire que la RTBF est un peu mieux que l'ensemble des autres médias. On avait fait une étude, nous, en interne, qui nous donnait des chiffres un peu meilleurs que ces 28%, mais on ne va pas discuter sur des points de détail. On serait même à 32% ou à 33%, qu'on serait encore loin du compte et que le travail doit vraiment être fait au niveau de cette capacité que les médias doivent avoir d'être le véritable reflet de la société. Et chercher la femme, c'est vraiment ça. Alors, c'est pas facile, c'est plus par discussion avec les équipes, c'est parfois en disant, écoutez, tant pis, forcez-vous à avoir des quotas. On a eu des discussions avec Olivier, on ne va pas le cacher, en disant, voilà, il y a un moment où je dis, il nous faut en moyenne même déjà 35% de femmes dans les missions mises au point. C'est déjà un travail très difficile à mettre en œuvre. Et pourtant, je suis contre les quotas. Soyons clairs. Je trouve que ce n'est pas la meilleure manière de faire parce que ça biaise l'information, ça oblige à mettre à l'antenne des choses qui vont quelque part, au bout du compte, contre la liberté éditoriale et la liberté journalistique. Je pense que c'est un travail qu'on doit mener tous ensemble. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je vous prie de m'excuser, je ne pourrai pas rester. J'espère pouvoir revenir avant la fin de la session, mais j'ai un débat important au journal télévisé dans les minutes qui viennent. Muriel Hanot, je passe la parole. François, tu veux bien qu'on fasse la transition? C'est ça, oui, études et recherches. Et alors, tu avais recruté une des personnes qui avait lancé le baromètre et oui. Une équipe. Qui coordonne, tu coordonnes l'aspect scientifique du baromètre. Donc, ce n'est pas la première fois que je viens ici à la RTBF exposer les résultats du baromètre. Je l'ai fait l'an dernier à l'issue du premier baromètre. C'était les premières rencontres avec la rédaction et je n'ai pas voulu réitérer le même exercice ici parce que la présentation du baromètre dans sa complexité et dans ses différents niveaux et présenter les chiffres qui sont propres à la RTBF, ça demande 1 heure, 1 heure et demie. Et donc ici on me demande 20 minutes, donc j'ai choisi de travailler en synthèse. Et si vous voulez qu'on revienne ultérieurement présenter des résultats qui marquent à la fois la place de la RTBF par rapport aux autres chaînes de télévision, la place de la RTBF dans la continuité du baromètre, c'est-à-dire 2010, 2011 et bientôt 2012, c'est possible, mais il faut un peu plus de temps pour le faire. Donc ce que j'ai choisi ici aujourd'hui, c'est de mettre en perspective le baromètre et à la fois dans le dernier baromètre dans ses aspects les plus marquants à chaque fois pour chaque catégorie que l'on étudie et par après le mettre en perspective avec les réflexions qui avaient été formulées dans les différentes rencontres qu'on a menées avec les rédactions, donc avec la rédaction de la RTBF mais aussi avec les rédactions des télévisions locales, avec les rédactions de RTL qu'on a rencontrées. Donc la manière dont, quand on parle aux journalistes ou aux gens de télévision, la manière dont eux voient ce baromètre et les interprétations qu'il nous donne. Et pour nous, c'est une occasion de relire ces interprétations autrement et de revenir sur la question des pratiques. Je pense que c'était aussi l'objectif aujourd'hui. Donc, je vais travailler en 3 temps, mais d'abord, avant tout, rappeler dans quel contexte on s'inscrit pour éviter les incompréhensions. Donc, le plan égalité-diversité a été lancé il y a presque 3 ans maintenant par la ministre de l'Audiovisuel, et le CSA a été chargé de la coordination du plan et de la coordination du comité de pilotage qui est composé de l'AJP, du Centre pour l'égalité des chances, pour l'Institut Hommes-Femmes, ministère Communauté française pour l'égalité et également pour l'audiovisuel. L'idée étant, dès le départ, d'avoir 2 volets à ce plan égalité-diversité. Un baromètre qui étudie les aspects quantitatifs, qui essaie d'objectiver, de faire un état de la diversité à l'écran à un temps particulier, une semaine de programme qui est la même pour toutes les chaînes de télévision, pour l'ensemble des télévisions actives en communauté française. Donc en ce compris RTL, bien qu'elle ne soit pas régulée. L'idée, ce n'est pas de donner des bons points ou des mauvais points. L'idée, c'est de dire
prenons une base qui soit la même pour tout le monde, pour qu'on parle des mêmes choses. Donc quand on s'adresse aux chaînes de télévision, on a des chiffres, et les chiffres, bon, ils ont été établis sur la même base, et donc quand on vous parle, on peut ne pas être d'accord sur la méthode en général, mais au moins les chiffres, la méthode était la même pour tout le monde, donc on parle des mêmes choses. Ça, c'était le premier aspect, une photographie, une objectivation de la situation, et on avait une autre perspective qui était un panorama des bonnes pratiques, qui était une approche qualitative, c'est-à-dire qu'on voulait identifier, en rencontrant les différents acteurs en communauté française, on voulait identifier les bonnes pratiques, ce qui se faisait déjà de positif chez les éditeurs, ici ou ailleurs. C'est démarche scientifique. Je me réécoute, c'est bizarre. Et donc l'idée était de pouvoir de pouvoir transmettre, assurer un transmis, une communication de ce qui se fait parfois de manière expérimentale dans certaines rédactions, dans certaines chaînes de télévision, et qu'on puisse les diffuser, les mettre par écrit, que ça puisse circuler, et comme ça on peut s'en inspirer. Les deux ensemble étaient conçus sur le pari de l'émulation, sur le pari de la contamination positive, à savoir que on partait de l'idée que pour nous, ces 3 ans, c'était l'occasion de mettre à l'agenda médiatique les questions de diversité et d'égalité, et pour éviter de mettre sur la table la question de quotas, parce qu'on sait bien qu'on vient toujours avec cette question de quotas, et le CSA, dans sa réflexion, est persuadé, ce qu'a dit là juste Jean-Pierre Jacquemin, est persuadé que le quota ne s'adapte pas au fonctionnement télévisuel pour une série de raisons qui tiennent au fonctionnement, par exemple de l'information. Il y a des impératifs d'information qui font qu'on ne peut pas, qu'on peut difficilement dire il faut 50-50, 50% de femmes, 50% d'hommes, même si il y a des choses qui peuvent être faites. De la même façon, il y a des questions d'audience liées à certains types de programmes. Quand on fait une émission à destination d'un public féminin, avoir sur son plateau plus de femmes, ça paraît peut-être logique en termes de représentation d'image que la chaîne veut donner. Donc il y a des éléments qui sont qui font que le quota n'est pas en soi un élément, l'élément premier. Donc le pari de l'émulation sur 3 ans, à l'issue des 3 ans, une évaluation est prévue, donc ce sera prévu dans le courant mars-avril, et pour voir comment ça va s'enclencher, comment on va suivre là-dessus. Alors le baromètre, en quelques mots, très rapidement, parce qu'on peut discuter de la méthodologie très longtemps, c'est l'idée de base de type sociologique, à savoir que la télévision contribue à construire nos représentations sociales de la même façon que la télévision se construit sur des représentations sociales. Donc c'est une espèce de cercle vertueux où l'un s'inspire à l'autre et se reconstruit sans cesse. Partant de là, l'idée était d'observer sur les écrans, en prenant comme référence, comme unité d'encodage, l'intervenant, tout intervenant à l'écran, qu'il apparaisse et qu'il parle, ou qu'il apparaisse et qu'il ne parle pas. Il peut aussi parler et ne pas apparaître, ou bien on peut en parler et on ne pas le voir du tout. Et donc de prendre l'intervenant et de mesurer son apparition, non pas en durée, mais en nombre d'apparitions, sur l'ensemble des productions propres des chaînes de la communauté française, actives en communauté française. Alors, pourquoi la production, uniquement la production propre ou l'écoproduction? Simplement parce qu'on est parti, de l'idée que c'était sur ces productions qu'il y avait un travail qui pouvait être fait a posteriori si jamais il y avait des effets qui étaient remarqués. Et par ailleurs, le deuxième constat, c'est que le CSA français mène lui aussi un baromètre, qu'il intègre dans son baromètre des productions étrangères et les productions françaises, et que donc on connaît très bien, on sait très bien comment s'organise la diversité dans ces productions-là. On sait par exemple que la production française a des problèmes de diversité à l'écran, de représentation de la diversité à l'écran, de la même façon qu'on en a nous. C'est à peu près, les problèmes sont similaires, tandis que du côté, pour les productions américaines, il y a beaucoup plus de diversité. Et donc, pour nous, c'était refaire 2 fois le travail, c'était inutile, sachant que ça demande énormément de temps pour le faire.
la consigne de l'encodage, c'est, et ça on doit l'intégrer, c'est pour tous les critères pareil, c'est la perception de monsieur et madame tout le monde, donc le reconnaître un homme, une femme à l'écran, ça ne pose pas de problème, donc, enfin pas toujours, mais parfois peut-être, mais grosso modo ça généralement on l'admet bien. Reconnaître les catégories socio-professionnelles, parfois elles sont mentionnées, parfois pas, donc il y a des éléments qui peuvent permettre d'induire, pas toujours, donc c'est une catégorie qui fonctionne, qui n'est pas toujours pertinente. La question de l'âge, subjectif. Il y a des catégories d'âge et puis c'est la perception qui va dire ben voilà, je le mets plutôt dans la catégorie plus 65 ou bien moins 65 quand ça flotte. Mais il faut trancher à chaque fois. La question de l'origine, on a choisi le terme blanc, non blanc qui peut choquer parfois mais qui est purement méthodologique, donc il ne faut pas y voir de conception derrière. Et donc là c'est aussi en termes de perception, de mention de la nationalité d'abord, mais aussi de perception et d'accent éventuellement. Et la question du handicap visible, parce que certains handicaps ne sont pas visibles et donc là clairement on ne l'encode pas, d'apparition à l'écran. Et donc ces éléments-là, c'est un des gros reproches qu'on fait souvent à la méthodologie quand on l'aborde pour la première fois. On maintient cette méthodologie parce qu'on n'en a pas d'autres. À ce stade, on n'en a pas d'autres. Les encodeurs sont 3 encodeurs qui ont des parcours très différents, culturels très différents, ce qui permet de croiser les choses. Et à l'issue le deuxième baromètre était un test par rapport au premier, parce qu'on nous avait promis des changements, des disparités. Et les effets, on a vu que s'il y avait des effets entre les 2 baromètres, ils étaient dus à des changements liés à l'échantillon et pas à la perception. Donc il y a une forme de stabilité dans l'échantillon qui tient aussi au fait que la méthodologie, elle fait ses preuves. Il reste une forme de subjectivité, mais elle a été suffisamment objectivée que pour éviter les problèmes. Voilà. Je peux en reparler après, mais on peut parler longtemps de la méthodologie. C'est un choix méthodologique aussi. On a choisi d'observer la diversité telle que les gens peuvent la percevoir. Ils éteignent leur poste de télévision et après coup, c'est le souvenir qu'ils en ont qui domine. Tiens, j'ai vu telle ou telle personne à l'écran, je m'en souviens comme cela. Et donc c'est vraiment ce choix-là qui a été fait. Et donc il n'y a pas d'autre usage à faire du baromètre par rapport à ça. On ne regarde que la diversité dans ce sens-là. Alors, ça a donné donc pour 2011, l'échantillon 2011, qui est le dernier baromètre, 24 télévisions qui ont été analysées, 274 heures de programme, ce qui est quand même pas mal, 38 531 intervenants, donc éléments encodés. Pour la RTBF intervenait pour 16 000, un peu plus de 16 000 dans l'ensemble. Alors quand on regarde la manière dont se répartissent les différentes heures de programme, on voit, et c'était une différence par rapport au baromètre 2010, qu'il y a un équilibre relatif entre information, magazine documentaire et divertissement dans la composition de l'échantillon. Ce n'était pas le cas lors de la première année où il y avait davantage d'informations, ce qui avait permis ce qui avait demandé de nuancer certains chiffres. Une part moindre du sport par rapport à l'année précédente. Le poids de la RTBF dans l'échantillon est assez important. Si on regarde le nombre d'intervenants, il est plus équilibré si on regarde la durée des programmes. Donc il y a plus d'intervenants, on peut le lire comme ça, il y a plus d'intervenants par heure de programme dans les programmes RTBF. Donc dans l'ensemble, la manière dont on va regarder, la RTBF pèse lourd dans les résultats finaux du baromètre 2011. Alors j'ai choisi de retenir un slide par catégorie pour éviter de prendre trop de temps. Et donc, le premier, relatif donc à la catégorie l'indicateur sexe, et donc clairement, on l'a redit, donc en 2011, le pourcentage femmes à l'écran sur la RTBF était de 32%, donc un peu plus de 32%. Donc c'était effectivement en évolution par rapport en 2010, où on était entre 27 et 28%. Et donc il y avait une amélioration globale. Amélioration globale
qui correspond aussi à l'évolution qui était pointée sur les autres chaînes. Donc c'est une tendance qui est similaire, mais la RTBF est toujours en deçà des autres chaînes, légèrement en deçà de la moyenne globale, plutôt, pas des autres chaînes, mais de la moyenne globale. Quand on regarde l'information, par contre, l'information, c'est là, avec le sport, où il y a le moins de femmes. Le moins de femmes à l'écran. Enfin, si on ne compte pas, si on retire certains programmes qui sont tout petits, notamment la fiction, qui ne représentait quasi rien dedans. Alors, ce que j'ai retenu de vous montrer, on peut descendre dans ces apparitions femmes, on peut regarder le nombre de femmes qui parlent ou qui ne parlent pas, etc. Sans surprise, une femme, quand elle vient à l'écran, elle parle moins souvent qu'un homme qui vient à l'écran. Donc ça avait été déjà dit la dernière fois et je pense que c'est évident. J'ai plutôt retenu les rôles, le classement en fonction des rôles. Quand une femme vient à l'information, donc quand on la voit dans un JT, quel rôle occupe-t-elle généralement? Et on voit que si... en termes de journalistes seconds, c'est-à-dire les journalistes qui n'ont pas le premier rôle, il y a un équilibre. Il y a des rôles qui ne sont pas l'apanage des femmes, et donc notamment les porte-paroles et les experts. Pour les porte-paroles, on est autour de 3%. Pour les porte-parole, je ne sais plus me relire d'ici, mais c'est 13 et 19. Et donc on est nettement en deçà, tandis que lorsqu'on passe, qu'on va chercher une expérience personnelle, un témoignage, plutôt des images de fond, d'illustration, eh bien on ira plus souvent chercher une femme. Alors, clairement, et ça on en rediscutera après, un porte-parole, c'est quelqu'un qui vous est imposé, donc c'est difficile de jouer dessus. Par contre, un expert, c'est quelqu'un qui peut être choisi, Jean-Pierre Jacquemin le soulignait. Et donc il y a là des éléments. Ce sont des chiffres qui sont très parlants et qui montrent et qui recoupent aussi, si on rajoute ça avec les questions de qui parle, qui ne parle pas, on voit très bien que les chiffres se radicalisent encore plus, c'est-à-dire que les écarts se creusent. Plus on descend dans le détail, plus plus les différences se marquent. Mais en l'occurrence, dans le rôle, les femmes à l'écran occupent un rôle souvent secondaire par rapport aux hommes. Et on leur donne moins souvent la parole. La question de l'origine, donc... en termes de répartition blanc-non blanc, c'est 18% sur l'ensemble des programmes en termes d'apparition non blanc. Donc c'est meilleur là aussi meilleur que pour le baromètre de 2010. On ne tire pas d'interprétation, ça. On constate juste que les chiffres sont un peu plus élevés. On est à 15% sur l'ensemble de l'échantillon en 2010. C'est exactement la moyenne de toutes les télévisions. Donc c'est la même moyenne. Donc c'est la RTBF et les autres groupes se situent dans une même moyenne. Ce qui est intéressant, et là, sans regarder les rôles dont on imagine qu'on retrouve les mêmes types de fonctionnement que pour les femmes, je me suis attardée ici à regarder, dans l'information toujours, quel était le type d'intervenant que l'on retrouvait lorsqu'on cherchait les origines. Et de manière forte, dans l'information, un non blanc, alors que dans l'information, j'ouvre la parenthèse, je n'ai pas regardé que l'info locale. Donc dans l'information, vous avez l'information locale, vous avez l'information internationale qui peut intégrer plus de diversité naturellement. Donc en tenant compte du fait qu'ici c'est toute l'information, qu'elle soit nationale ou internationale, lorsqu'on a quelqu'un qui va à l'écran pour parler, donc que l'on va voir et qui va parler, il sera... Dans 9 cas sur 10, il sera blanc, et dans moins d'un cas sur 10, il sera non blanc. Et par contre, si on le voit, il ne parle pas, bon, c'est un peu plus marqué, donc c'est presque 3 cas sur 10 par rapport
au blanc, à la catégorie blanc. Et lorsqu'on va en parler, on monte. Mais là, c'est le cas c'est l'actualité internationale qui fait monter le chiffre. Et donc, c'est assez frappant de voir que par rapport aux 18%, et donc, clairement, si pour les femmes, la répartition femmes-hommes, on a 50-50. Oui. Quand on dit vu comme blanc, les personnes maghrébines, vous les classez dans les blancs? Alors, ça peut dépendre, ça dépend de la manière dont elles vont apparaître à l'écran. Donc, si son origine est donnée à l'écran, écrite à l'écran, elle sera encodée selon ce qui est donné à l'écran. Sinon, c'est une déduction de différents critères qui peuvent être regardés. Et donc, c'est l'apparence, la couleur de peau, l'apparence, l'accent éventuellement, sachant que culturellement, donc l'idée n'est pas de réduire les gens à leur substance, c'est simplement un critère méthodologique qui fait qu'on reconnaît, on identifie une personne comme appartenant culturellement à un ensemble auquel on s'assimile ou non. Et donc les encodeurs viennent d'origines différentes. Et les résultats sont parfois étonnants. Et donc, je reprends l'exemple, l'année dernière, on avait une jeune fille qui encodait, qui découvrait le football, qui n'était pas spécialiste du football. Et il y avait eu un match de la Belgique et elle avait, sans avoir le nom de Marouane Fellaini, elle l'avait classé en blanc. Simplement, voilà, pour elle, les traits étaient blancs. Mais pour les garçons qui encodaient, ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait eu une grosse discussion. Voilà. Et en fait, c'est simplement une perception rapide, de la même façon qu'au quotidien. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une volonté de trier les gens. C'est simplement un critère méthodologique qui fait que, comme dans la rue au quotidien, on croise une personne et on peut se dire facilement, tiens voilà, ça, oui, si je devais faire catégoriser les gens que je croise en fonction de blanc, non blanc, mais je pourrais le faire facilement avec un critère qui m'est propre de reconnaissance. Ici, les critères, les éléments qui sont cumulatifs, qui permettent de déterminer ça, sont vraiment identifiés de manière très pointue. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui, je sais que c'est fort critiqué, mais il n'y en a pas d'autres. Et donc, c'est en France, par exemple, et c'est là-dessus que ça s'est coordonné aussi, ça s'est inspiré aussi de ces travaux-là. Il y a des travaux de chercheurs qui ont porté sur le délit de sale gueule, donc comment les policiers arrêtent... Et c'est exactement les mêmes critères qui sont utilisés avec des indicateurs précis. On les rencontre pas, ça rentre pas. C'est choquant a priori, oui, c'est choquant a priori, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je voulais juste dire, c'est que oui, pour femmes et hommes, on sait que la répartition dans la société, c'est femmes 51, hommes 49. Pour l'origine, on n'en a pas. Et donc, quand on donne le chiffre 18,54%, on ne dit pas c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On dit juste... Regardez ce chiffre, mais et voyons plutôt ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on retrouve dans le traitement au niveau de l'info. C'est qui est une diversité à l'écran de 18%, c'est un fait, en termes d'origine, mais c'est quand on retrouve dans les rôles qui sont donnés, dans les types d'intervention, qu'il y a un décalage qui s'inscrit. Quel est le lien que vous faites entre l'origine et la couleur? Elle n'est pas déterminante, mais elle a un rôle dans l'encodage. Dans l'encodage blanc. Donc le critère, c'est pas chercher le pays d'origine, c'est chercher la distinction blanc-non-blanc, c'est-à-dire le référent culturel commun. Je savais bien qu'on allait discuter de ce critère-ci. Juste une petite remarque que l'on ne voit pas, oui, mais dont on parle. Voilà. On ne dit pas ce qu'on en dit. On ne dit pas ce qu'on en dit, donc on en parle. Et donc on en parle dans quel sens? On en dit du bien, on en dit du mal? Ah oui, non, ça c'est pas... C'est un à travers, par exemple, on va parler de quelqu'un. C'est, par exemple, Obama, un sujet, Obama, voilà. Mais les encodeurs doivent... Il faut qu'il y ait un critère... il y a très peu... Le chiffre peut être faussé parce qu'il peut y avoir très peu d'occurrences, là. Hein. Et donc, ici, il faut qu'il y ait... L'origine soit mentionnée dans ce qui sera dit. Et donc, c'est dans un commentaire, on va évoquer
Obama et préciser qu'il est noir et à ce moment-là on peut l'encoder. Prendre des exemples c'est toujours compliqué parce qu'on n'est pas dans la peau des encodeurs au moment de le faire. Je vais vite, il y avait encore une question peut-être. Il y avait quelqu'un qui avait le... Non, c'était tout? Non, moi c'était la même chose. C'était la même chose. Voilà. Et donc c'est vraiment les personnes dont on parle. Et on l'encode pour tout le monde de la même façon. Mais c'est vrai que les occurrences sont moindres sur cette partie-là parce qu'il y a moins de gens dont on parle qu'on encode dans les catégories qu'on ne voit pas. C'est plus difficile d'encoder quelqu'un qu'on ne voit pas puisqu'on travaille sur la perception. Voilà. En termes d'âge, alors simplement, j'ai retenu ce graphe-ci, qui est le graphe général en termes de représentation à l'écran des catégories d'âge. En 2010, on avait pointé qu'il y avait une faible représentation des plus jeunes et des aînés à l'écran. Donc c'est les données ici à l'écran, c'est en mauve, vous avez les données à l'écran RTBF. Dans les couleurs orange, vous avez les statistiques bruxelloises et région wallonne. Et on avait pointé donc en 2010 une faible présence des jeunes et une très faible présence des aînés à l'écran. L'an dernier, l'échantillon tombait dans la période de la rentrée scolaire, ce qui fait que on retrouve beaucoup plus de jeunes dans l'échantillon, en tout cas de manière plus correspondante avec ce qui se passe en termes de statistiques nationales. Par contre, la présence des aînés, les plus de 65 ans, elle reste en décalage complet avec leur existence réelle. Voilà. Il y a des explications derrière ça, c'est là-dessus qu'on peut revenir. Mais grosso modo, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un jeunisme à la télévision. C'est-à-dire qu'on monte tous les chiffres liés aux tranches d'âge plus jeunes sont renforcés par rapport à leur réalité. De la même façon qu'on peut discuter sur les questions de critères d'origine qui généralement suscitent plus de discussions, on peut faire la même chose sur l'âge. Le fait de classer dans une catégorie ou l'autre, selon la personne, ça peut varier en fonction de ses perceptions et de son contexte culturel, et donc son contexte social et culturel. Et donc ce sont des biais possibles, mais que la méthode cherche à cadenasser au maximum. Mais l'essentiel à retenir, c'est que donc on a une population de plus de 65 ans qui est en progression constante et qui tend à disparaître des écrans. Les critères socioprofessionnels, donc tout ce qui est brun, rouge foncé jusqu'au blanc, c'est les catégories élevées et supérieures. Donc c'est toutes les catégories supérieures. Après, on redescend vers la catégorie moyenne et tout ce qui est catégorie sans emploi, retraite, étudiant, c'est tout ce qui est au bout. Tous les chiffres sont racrapotés les uns sur les autres. Et donc, en fait, de manière globale, et ça, c'est partout, la télévision laisse apparaître une réalité socio-professionnelle qui est aisée, élevée. Et donc, plus la classe socio-professionnelle est basse, moins on apparaît en télévision. C'est quelque chose qu'on retrouve partout. C'est plus ou moins marqué selon les chaînes de télévision. La RTBF, la proportion de la RTBF est de jouer un peu moins ces cartes-là qu'ailleurs. Et les chiffres les plus... donc les catégories les plus élevées, c'est la part des cadres dirigeants, donc responsables politiques, c'est le plus foncé. Voilà. Et comment parvenez-vous à déterminer la classe socio-professionnelle de quelqu'un qui apparaît à l'écran? Alors, simplement, parce qu'elle est donnée, soit à l'écrit, soit en inscription, soit à l'oral. Donc on dit, voilà, on va voir monsieur machin et Boucher. Voilà, donc il y a les catégories INS qu'on prend et Boucher appartient à telle catégorie. Donc ça, c'est, voilà. Soit elle peut être déduite un grutier, ben voilà, s'il est dans sa grue, la personne que l'on voit, ben il est grutier, ben voilà, grutier, on prend la catégorie. Qui s'appelle Kevin, c'est pas la même chose que Gonzague ou pas? Non, ça n'a rien à voir dans la catégorie socio-professionnelle. Mais si le grutier est délégué syndical, il sera peut-être dans une classe sociale. S'il intervient comme délégué à ce moment-là, voilà. Et si on ne le présente pas comme grutier. Pardon? Et aux étudiants aussi, c'est rassurant. Voilà. Donc c'est les catégories qu'on voit le moins, les catégories qu'on voit le moins. Et quand on ne sait pas, on ne met pas. Donc ça c'est clair, on n'invente pas si on ne sait pas. Et si dans une situation donnée, il y a deux interprétations possibles, la consigne d'encodage est de donner la catégorie la plus basse. Ouais, oui. Voilà. Le handicap, ça ne demande pas beaucoup de commentaires. Voilà.
les occurrences, 70 en tout sur plus de 16 000 intervenants. C'est moins qu'en 2010 et c'est un peu plus sur la RTBF et les télévisions locales. Ailleurs, sur les télévisions privées, on en trouve peu. Et c'est toujours dans des situations, dans des thèmes liés au handicap. Donc ce n'est pas... voilà. Mais ce n'est pas non plus la semaine de CAP 48. Voilà. Les pratiques en question, donc c'est un outil. Pour nous, c'est pas quelque chose qui dit ce que vous êtes définitivement. Ça vous renvoie une image, pas l'image, pas votre image, c'est une image de ce que la RTBF peut donner sur l'extérieur. Et donc, la coïncidence de cette image avec ce que vous pensez être ou ce que vous voulez être, c'est ça qui souvent crée la discussion à l'issue de la présentation du baromètre. Et c'est à partir de ce décalage qui est ressenti qu'on peut échanger pour comprendre, apprendre aussi, et voir agir par la suite. Et donc, ce que dans les différentes rencontres qu'on a déjà eues, ce qu'on identifie dans les échanges en termes de niveau de compréhension de ce que ce baromètre renvoie comme image de sa pratique ou de sa situation, c'est que souvent on nous dira ben oui, mais c'est une question de société, on l'a entendu tout à l'heure, c'est une question de société, et de fait la société est inégalitaire. La question d'origine, les questions de diversité d'âge, les questions liées au handicap, etc., sont des questions de société, et la télévision, dès lors qu'elle est un reflet de la société, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et donc effectivement c'est quelque chose qu'on doit entendre. Il y a des questions liées aux médias. Le média en télévision et en presse écrite, on n'aura pas les mêmes problèmes en termes d'identification. Le média télévisuel demande d'apparaître à l'image, d'apparaître d'une certaine manière et de pouvoir passer à l'image. Il y a donc des éléments techniques qui sont demandés et qu'on peut entendre aussi. Il y a des questions qui sont liées à la profession, à la question du journalisme. Et je pense notamment à la manière dont on va chercher, dont les contraintes de temps s'imposent à la profession. Il faut aller vite et donc on n'a pas toujours le temps de chercher quelqu'un d'autre, de trouver quelqu'un d'autre, de sortir un peu de son carnet d'adresses, et donc parce que ça prend plus de temps, il faut pouvoir tester les gens, et donc en l'occurrence il y a des éléments qui sont liés à la pratique professionnelle. Il y a des questions qui sont liées à la chaîne. La chaîne, elle se définit une image, elle se définit un public de référence, et donc parfois il y a des conséquences à cela. Il y a une politique GRH aussi, et donc dans le recrutement qui peut, si on a plus de femmes ou moins de femmes dans une équipe de rédaction, mais peut-être que le travail, ou en tout cas le résultat à l'image est peut-être différent. Et il y a des questions qui sont propres à chacun personnellement, parce qu'on fait tous des choix conscients ou inconscients, bien souvent ils sont plus inconscients que conscients, qui tiennent au fait qu'on est issu d'un contexte social, culturel, personnel, qui fait qu'on a des références propres, et que donc on va plus facilement vers les gens qui nous ressemblent. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel et normal. Dans nos réseaux d'amis, voilà, on fréquente le même type de personnes, et donc parfois on a un peu de difficulté de sortir de ces balises-là. En tout cas, c'est ce qui ressort des différentes discussions que l'on a eues avec les rédactions. Et donc, s'il y a plusieurs interprétations possibles de ces décalages, il y a aussi plusieurs moyens d'y répondre. Il y a plusieurs niveaux de réponse, il y a plusieurs objectifs que l'on peut donner. Au niveau de l'individu, la question de l'individu, c'est est-ce que chacun peut se poser la question de savoir s'il reproduit le système dans lequel il est, s'il ose sortir, s'il ose prendre des risques pour sortir un peu de ces zones de confort social et en matière d'interaction. Donc ça c'est chacun, et c'est pas une leçon que je donne, c'est simplement une analyse des différents commentaires qu'on a reçus lorsqu'on a fait les différentes rencontres. Et donc des journalistes disent à un moment donné, oui, effectivement, c'est vrai, je vais rarement vers telle personne parce que, voilà, j'irai plus facilement vers elle, je me sens plus à l'aise. Et donc, est-ce qu'on fait ça ou pas? Ça, c'est des questions qui doivent se poser individuellement en fonction des objectifs personnels. Et donc, on n'a pas à intervenir là-dessus. Au point de vue de la rédaction peut travailler à la formation,
c'est des réponses si on veut faire avancer les choses, peut travailler aussi en matière de référents dans la rédaction. En France Télévisions, ils ont dans l'équipe information, il y a un référent diversité qui participe aux réunions de rédaction et dans les discussions, quand les sujets montent avant que les sujets qu'on parte en reportage, eh bien le référent est là pour dire simplement si on intégrait des questions de diversité, non pas pour traiter de la diversité en elle-même, mais pour comment faire en sorte de ne pas traiter ça de manière habituelle en allant chercher des angles qui peuvent aller vers d'autres sources, d'autres personnes. Les réponses peuvent se poser au niveau de la chaîne en termes de label diversité en matière de GRH. C'est ce qui se fait ici, ce qu'on a vu juste avant. En matière d'événements aussi, la politique événementielle, le Diversity Show, c'était une manière d'amener dans la chaîne la question de la diversité en entraînant une forme de dynamique interne. Les questions professionnelles, c'est une stratégie d'intégration des stagiaires, chercher, quand on a on voit ça aussi en France, c'est d'essayer d'ouvrir à la diversité des stagiaires, mais pour ça il faut aussi que les écoles elles-mêmes soient diversifiées, donc ça c'est aussi l'œuf et la poule, et aussi la base de données experts. On a l'an dernier, un chercheur chez nous a rencontré plusieurs chefs de rédaction pour justement, est-ce qu'une base de données experts de la diversité est possible? Si oui, comment peut-on l'amener et la mettre en place? Il y en a une qui existe en Flandre, il y en a une qui existe à France Télévisions. On peut effectivement s'inspirer de ces modèles-là pour permettre, donner un outil, soit qui est ouvert à toutes les rédactions, soit qui est spécifique à chaque rédaction, pour ouvrir, pour proposer des experts qui ont été identifiés également comme bons clients, enfin qui passent en télévision, qui répondent aux critères médiatiques et qui permettent de diversifier l'antenne. Des questions de réponse médiatique, la question de l'éducation aux médias, c'est bien que plus dans la diversité, dans toutes les formes de diversité, il y a une forme on connaît mieux le média, mieux on est capable de l'appréhender et donc de pouvoir donner une parole qui correspond à ce que le média attend. De la même façon, des échanges entre les différentes associations qui reprochent souvent un traitement discriminatoire avec le travail journalistique pour essayer de comprendre ce que chacun veut ou demande, ça aussi ça peut permettre de faire avancer les choses. Et les questions de société qui demandent des réponses politiques ou des réponses sociales, voilà. Et donc ces différents niveaux, c'est clair qu'ils n'appartiennent pas tous aux médiatiques. Et donc que la question individuelle, c'est une question individuelle, la question de médias, de fonctionnement médiatique, de compréhension du fonctionnement médiatique et la question de la société, ben, c'est pas aux journalistes, c'est pas aux gens des médias à y répondre, mais tout ce qui concerne la chaîne, la profession et les médias, c'est clair que c'est là que peuvent se dessiner les objectifs auxquels on peut répondre. Alors pour nous, c'est chaque média a des réalités différentes. Chaque média se définit des objectifs d'audience, des objectifs, des missions différentes. Et donc, comme un média n'est pas l'autre, pour nous, chaque manière de répondre à ces enjeux-là est naturellement différente. Et donc, c'est à l'interne que chacun doit, je clôture là-dessus, c'est à l'interne que chacun doit pouvoir répondre. Et donc, après 3 ans d'émulation, nous, on aurait plutôt tendance à dire que si vraiment l'idée positive de la diversité est passée au sein des chaînes de télévision, c'est plutôt maintenant, il faut laisser place à l'autorégulation, c'est-à-dire aux chaînes elles-mêmes à définir ses propres objectifs dans les sujets pour pouvoir y répondre et atteindre et à pouvoir aboutir à des chiffres de la diversité qui soient un peu plus diversifiés. Voilà. Stéphane Houbeck, tu as écrit un livre, Stéphane, hein, donc Stéphane travaille à la direction de l'édite, on ne doit pas le présenter. Tu as écrit un livre sur cette question, je pense. Donc un livre sur les stéréotypes sexistes, oui. Voilà. Et tu vas centrer ton exposé sur... Mais je vais un peu l'adapter en fonction de ce qui a été dit. Et on va revenir sur le baromètre tout à l'heure aussi, parce que je suppose que vous avez encore des questions. Donc on reviendra sur le baromètre et notamment sur la méthodologie. Ok. Donc en fait, le thème
c'était combattre les stéréotypes, conserver notre indépendance éditoriale, mais je vais peut-être un peu le faire évoluer en fonction... Enfin, j'ai plus qu'à faire ça. Je vais un peu le faire évoluer en fonction du thème du jour et aussi de l'intervention de Muriel pour vraiment l'adapter le plus possible aussi à la réalité des médias et à la réalité de la RTBF. Donc on a vu des chiffres, il y a des constats. Alors on peut critiquer la méthode, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des perceptions subjectives. Et puis il y a un postulat. Un postulat derrière, en fait, toutes ces actions dont on vous parle, et qui est celui-ci: la société est sexiste, la société est inégalitaire, a dit Muriel Hanot tout à l'heure. Par conséquent, les médias sont sexistes. Et il faut donc lutter contre ce sexisme, et il faut lutter aussi contre ce qu'on appelle les stéréotypes sexistes. Alors ce postulat de départ, la première fois dont j'en ai entendu parler, c'était il y a déjà 6 ans, m'avait assez interpellé, parce que je n'adhérais pas à ce postulat. Mais c'était très subjectif, évidemment, c'était ma perception des choses. Et donc, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est d'où vient cette action, politique au sens noble du terme. C'est quoi un stéréotype sexiste? Et là, on parle de médias, donc à partir de quand est-ce qu'un média comme la RTBF véhicule des stéréotypes dits sexistes? Donc c'est quoi un stéréotype? Et puis quelle lutte pour combattre ces stéréotypes, interdire, éduquer ou bien des actions positives? Cette action contre les stéréotypes sexistes ne date pas d'hier. Et on pourrait remonter très loin, mais on va s'arrêter à Pékin, 1995, une grande conférence mondiale sous l'égide de l'ONU, qui, entre autres actions pour promouvoir l'égalité, avait invité notamment les États membres, mais également les médias, à combattre les clichés, combattre les stéréotypes. Il y a le baromètre dont on a parlé, qui en fait doit se comprendre aussi toujours, évidemment tu n'as pas eu le temps de tout développer, doit se comprendre aussi avec un autre outil très important qui est un panorama des bonnes pratiques. Donc le CSA aussi, avec les autres institutions dont tu as parlé, publie chaque année une sorte de guide, une sorte de manuel en fait, à l'usage des médias, un guide de bonnes pratiques, qui est un outil très important. Et dans notre contrat de gestion à la RTBF, il y a un article spécifique qui demande à la RTBF de s'engager à être active dans le respect du principe de l'égalité femmes-hommes et dans la lutte contre les messages et stéréotypes sexistes. Donc la base juridique et la base d'action, elle est là, elle est indiscutable. Elle est indiscutable, et puis après, bon, les images ne sont pas toujours très bonnes. Je donne des exemples de représentation. Ici, c'est une publicité pour la City. Et en fonction de l'interprétation de chacun, on pourra la taxer, naturellement ou non, de sexiste. La femme semble dire au mouton, enfin elle dit d'ailleurs, le texte est là, « J'ai envie d'un pull ». Et cette publicité, en 2001, avait suscité la colère de toute une série de personnes et avait été condamnée par l'équivalent du GEP en France. En même temps, cette publicité, un jour, lors d'un débat, on avait demandé à une personne dont je ne citerai pas le nom, c'est pas Muriel, est-ce que cette publicité vous choque, est-ce que pour vous elle est sexiste? Et la personne disait non, pour moi ça ne me choque pas, voilà, c'est pas un problème. Par contre, ce qui moi me choque dans les médias aujourd'hui, c'est la manière dont on parle de Joël Milquet. Alors, là aussi, de nouveau, c'est très subjectif. Pourquoi prendre cet exemple-là? Pourquoi est-ce que le fait de parler de Joël Milquet avec ses enfants serait sexiste? Enfin, je pose la question, je lance éventuellement des points d'interrogation, sachant que c'est elle-même aussi qui se met en avant avec ses enfants. On ne lui a jamais demandé de nécessairement jouer là-dessus. Donc, en quoi est-ce que c'est un stéréotype sexiste? Sachant aussi, si je reviens à Pékin, qu'il y avait une des actions qui était mise en avant par cette conférence et qui était d'inviter les médias, lorsqu'on parle de femmes qui réussissent, de montrer comment elles combinent leur vie professionnelle et leur vie privée. C'était une des actions que cette conférence mondiale de Pékin
demandait aux médias de faire. Donc, d'un côté, on a, et ça date de 1995, quelque part cette invitation à montrer que quand une femme politique réussit, il faut aussi montrer qu'elle sait combiner ça avec sa vie privée. Mais en même temps, aujourd'hui, en 2012, on nous dira, oui, mais ça, c'est vraiment un cliché sexiste. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de montrer qu'elle sait combiner les deux? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler que d'elle en tant que femme politique? Ces deux exemples, uniquement pour vous montrer que quand on parle de stéréotypes sexistes, eh bien, on est parti dans le grand écart. Et en même temps, est-ce qu'on peut nier qu'on est dans un monde encore bien dominé par des mâles bien dominants? En sport, bon, je m'arrête à quelques exemples. C'est vrai que les femmes sont très peu représentées dans le sport. Et quand on les voit, c'est uniquement pour, évidemment, attirer le regard. Derrière le postulat de cette société sexiste, il y a donc toutes des théories que Muriel connaît tout aussi bien que moi, et qui ne sont pas toujours mises en avant, mais la semaine passée, j'ai participé à un colloque sur sexe et manuel scolaire, où en fait on essaye de voir dans quelle mesure il y a du sexisme dans les manuels scolaires, et on retrouve derrière cette action toujours la même idée, c'est-à-dire qu'il y aurait, je vais citer, il y aurait un ordre total, un ordre social total, sexué, un système social qui institue cet ordre social sexué dans lequel l'un et l'autre sexe sont dans un rapport de pouvoir, sachant que l'un, l'homme, les garçons, domine l'autre, les filles. Donc c'est un ordre sexué qui produit le sexisme qu'on retrouve dans les institutions, dans les lois et dans les pratiques, et qu'on retrouve volontairement ou involontairement, explicitement ou implicitement. Donc quelque part, quoi qu'on fasse, on est dans cet ordre qui est sexué et qui produit du sexisme. Alors, pour en revenir aux médias et pour en revenir à la RTBF, ça voudrait dire qu'il y a une sorte de loi invisible, Jean-Pierre Jacquemin n'est pas là pour nous le confirmer, où l'homme domine la femme, nécessairement. Il y a un choix, volontaire ou involontaire, dans notre manière de produire, dans notre manière de présenter. L'homme est dominant, la femme est dominée. C'est toute la question aussi, je ne vais pas développer, de la violence symbolique. Et donc, les femmes sont infériorisées, elles sont soumises, voire invisibles. Et là, le baromètre peut montrer effectivement à certains endroits que les femmes ne sont pas représentées, elles sont invisibles à certaines fonctions. Et c'est aussi dans cette même logique la réduction de la femme à ce qu'on appelle l'état d'objet, et principalement d'objet sexuel. Je vais vous passer quelques illustrations. Juste ici, c'était lors de la campagne électorale présidentielle en France en 2007, et donc Triomphe qui fait une pub avec moi, pas d'abstention. Ça a été considéré à nouveau par certains, je ne vais pas généraliser, comme une publicité sexiste. Je passe les images pour en arriver à c'est quoi un stéréotype sexiste. Sachant que, de mon point de vue, il n'y a pas de définition satisfaisante dans les actions à la base de la lutte contre les stéréotypes. La définition est trop large et ne nous permet pas, à nous, en tout cas professionnels des médias, de savoir qu'est-ce que je peux encore montrer et quand est-ce que je franchis la ligne qui serait la ligne du sexisme. Et ces actions aussi ne donnent pas une définition, à mon sens, satisfaisante de ce qu'est un stéréotype. Or, on fonctionne tous par stéréotypes. Quand on communique, quand je communique pour l'instant, je véhicule peut-être chez vous des stéréotypes à mon égard. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez de moi. Quand vous regardez un média, quand vous regardez une publicité, quand vous regardez un film, vous allez nécessairement connoter les signes que vous recevez. Vous allez les interpréter, vous allez les encoder, les traduire, etc., etc. Et on peut avoir la même formation, la même éducation, on va pourtant réagir très différemment sur des mêmes images. On fonctionne tous par rejet, rebond, association, etc., etc. Et quelque part, procéder par généralisation ou procéder par grossissement, par réduction, est normal parce que le cerveau a besoin de s'y retrouver, on a besoin de sérier toutes les infos qu'on reçoit. Donc quelque part, je trouve que c'est important, et ça c'est l'intérêt peut-être aussi de toutes les discussions et de toutes les actions, c'est de prendre conscience effectivement de ces stéréotypes. Il y a 5 ans, je n'y pensais pas et maintenant je ne pense qu'à ça, entre autres. Voilà, on fonctionne par stéréotypes, les médias véhiculent des stéréotypes, donc c'est important d'en prendre conscience, mais en même temps, de ne pas évidemment considérer que fonctionner par stéréotypes est quelque chose de, entre guillemets,
anormal. Et ça, je trouve que c'est important vis-à-vis du public, c'est de ne pas non plus lui faire peur par rapport aux stéréotypes. Parce que les gens qu'on veut, soi-disant, protéger, si on ne leur dit pas c'est quoi un stéréotype, ils ne comprennent plus rien. Et donc pour eux, tout est sexisme, on ne s'y retrouve plus. Ce que je veux aussi montrer, c'est qu'un stéréotype, c'est-à-dire une représentation, une idée ou un dessin, une forme, peu importe, a un caractère ambigu, ambivalent et parfois contradictoire, selon la personne qui le lit ou qui l'entend. Si je dis à quelqu'un Marilyn, certains vont peut-être penser à Marilyn Monroe, d'autres vont penser à Marilyn Manson. Par exemple, je prends un exemple comme un autre. Sachant qu'un stéréotype dans le monde de la communication, que ce soit une communication entre personnes ou entre un média et son public, c'est une idée, une opinion, un fait. Et donc dans une société démocratique, ce stéréotype, cette représentation, elle ne peut pas être limitée, interdite, sanctionnée, sauf s'il existe une loi. On a encore eu le débat ce matin lors d'une autre conférence. En démocratie, pour limiter la communication, il faut une loi claire, et ce qu'on appelle un besoin social impérieux qui fait qu'on considère qu'un média ne peut pas dépasser certaines frontières, certaines limites qui sont tracées par un texte clair que les cours et tribunaux, ou le CSA, ou le CDJ, peu importe, interprétera s'il y a eu dépassement de la norme. Et on peut faire le parallélisme entre sexisme et racisme, parce que c'est un peu la même grille de lecture. Et si on prend des exemples comme les caricatures de Mahomet, certains vont vous dire c'est de la liberté d'expression, et puis d'autres vont vous dire non, c'est scandaleux, c'est de l'incitation à la haine, etc. etc. C'est le même débat, au niveau intellectuel en tout cas, que l'on peut faire. Donc restreindre en fait un média sous l'angle des stéréotypes sexistes n'a de sens et ne peut se faire en démocratie que s'il y a une loi précise qui définit ce qu'est le sexisme. Alors, il y a aujourd'hui des lois qui nous permettent de tracer la ligne, et la ligne, c'est celle-ci. Il y a sexisme lorsque les représentations médiatiques incitent à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de son sexe, dans le cas qui nous occupe, ou portent atteinte à la dignité humaine de cette personne, ou sont injurieuses à l'égard de cette personne en raison de son sexe. Donc c'est l'injure, c'est la discrimination, c'est l'atteinte à la dignité humaine. Ça, ce sont des limites légales. Après, on peut de nouveau les interpréter, évidemment, parce qu'elles ne sont pas nécessairement évidentes, et en fonction des exemples que l'on peut donner, eh bien, on va trouver qu'il y a ou non dépassement de la règle. Alors en même temps, et l'intérêt aussi de tous ces travaux, c'est de prendre conscience évidemment des manquements graves de notre société. Et donc dans ce que je défends comme idée, je ne veux évidemment jamais qu'on puisse me reprocher de banaliser la violence. Je sais ce que c'est que la violence et que donc les médias ont un rôle. On a évidemment une responsabilité par rapport à la violence et par rapport à ce qui se passe dans la société. Et que donc, bien sûr, on doit en tenir compte dans toutes les productions médiatiques. Et que ce soit en publicité ou que ce soit dans l'actualité. Alors j'ai pris l'exemple DSK, enfin peu importe, parce que quand on voit comment les gens interprètent l'affaire DSK, parfois c'est assez effrayant, soit parce qu'on considère dès le départ que en fait c'est une manipulation politique, en fait il n'y a rien qui s'est passé, pauvre DSK, etc. Soit c'est l'opinion inverse, il est dès le départ condamné, dès le départ c'est un prédateur, c'est un violeur, etc., etc. Puis il y a éventuellement des opinions entre les deux. Mais on voit un exemple dans l'actualité et on est parti dans toutes les interprétations, le rôle d'Anne Sinclair, là aussi en fonction des médias ou en fonction du public. Certains vont trouver qu'Anne Sinclair est exemplaire, d'autres vont vous dire qu'elle joue un rôle, que c'est elle qui est derrière DSK, elle voulait que son DSK de mari devienne président de la République, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui est derrière lui, etc., etc. Et la victime, que je mets entre guillemets, mais sans connotation péjorative, mais disons la victime, elle aussi en a pris pour son grade. Enfin, tantôt a été plutôt soutenue, tantôt a été lynchée. Tous des exemples pour vous montrer que voilà, on reçoit une information et on l'interprète chacun, parce que je crois que dans l'affaire DSK, si on faisait un tour d'horizon, on n'aurait pas ici ensemble la même appréciation, alors qu'on ne connaît rien du dossier, on n'aurait pas la même appréciation des choses. Alors, au-delà
du juste combat, évidemment, pour une égalité réelle, une égalité concrète dans la société d'aujourd'hui, et contre toute forme de violence. Ce que moi j'essaie de dénoncer et ce que j'essaie de montrer, c'est le risque du stéréotypisme, bon, un néologisme comme un autre, c'est-à-dire une tendance en fait à voir des stéréotypes sexistes partout, et donc en ce compris là où ils ne sont pas, et au départ d'une grille de lecture, une véritable grille de lecture qui est en fait elle-même cliché, qui est elle-même stéréotypée, cette grille de lecture étant celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'une société qui serait sexiste, avec un ordre implicite sexué. Ce stéréotypisme confond, à mon sens, sexe et sexisme, une représentation simplement sexuée, c'est-à-dire où on joue sur le sexe, où on joue sur la séduction, où on joue sur la beauté, et représentation sexiste au sens que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire où on franchit la limite parce qu'il y aurait par exemple une injure à l'égard d'une femme parce qu'elle est femme. En même temps, donc, l'action me semble bien souvent anachronique. Bon, photo qui n'est pas si vieille, De Gaulle, et on voit le gouvernement De Gaulle, chercher la femme, dirait Jean-Pierre. Aujourd'hui, on a le gouvernement Hollande. De nouveau, la qualité n'est pas terrible, enfin vous savez que le gouvernement Hollande, c'est 50-50. Donc on est quand même en Belgique et en France, me semble-t-il, dans une société qui a heureusement évolué vers une égalité plus concrète et plus réelle, sachant que les textes reconnaissent cette égalité, mais la pratique ne la reconnaît pas encore à sa pleine mesure. On voit quand même l'évolution. En même temps, couverture de l'Express il y a quelques jours, qui a fait débat, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou entendu, c'était une couverture, ces femmes qui lui gâchent la vie. Il y avait 5 photos de femmes, dont Merkel, Royal, Aubry, etc. Et donc François Hollande. Voilà, titre qui a été considéré par certains comme sexiste, parce que ça sous-entend que, en fait, elles lui pourrissent la vie. Ces femmes lui pourrissent la vie, alors que si elle lui foutait la paix, il ferait bien son travail de président de la République. Et le rédacteur de l'Express s'est défendu en disant non, moi je ne tiens pas un discours sexiste, moi je cherche justement à montrer la réalité qui est effectivement sans doute des relations très, je ne vais pas dire particulières parce qu'on va dire que je parle à la de Borsu, très particulière entre Hollande et ses femmes. Enfin, voilà, de Borsu, j'y ai pensé, on le lèvera pour le slide suivant, mais donc, quand on est dans une société, soi-disant, où l'homme domine la femme, et donc l'homme est encore le papa, le père, bon, quand on voit notre pauvre roi, on a parfois plus envie de le plaindre que de dire quel l'homme qui nous défend et qui dirige notre société. Bon, Laurent également, la fille cachée, qui n'est donc plus cachée du roi Albert. Pourquoi est-ce que je montre cette image? Parce que c'est important de montrer que tout un temps, effectivement, on ne pouvait pas parler de sa fille cachée. Et puis c'est sorti dans la presse. Et je trouve que c'est très bien. C'est très bien et ça montre aussi que, voilà, cette femme, elle a réussi finalement à se forger une identité malgré une relation donc assez compliquée avec un père qui refuse de la reconnaître. Voilà, donc ça c'était le clin d'œil avec de Borsu évidemment, parce que là aussi on pourrait dire chercher la femme, en fait, qui a envie de devenir roi ou reine dans ce dossier, dans cette affaire? Est-ce que Philippe a vraiment envie d'être roi? Ou est-ce que c'est la société qui, finalement, depuis qu'il est petit, le prépare à être ce qu'il n'a pas envie d'être? Est-ce que c'est pas alors Mathilde qui, elle, resplendit dans son rôle de future reine? Et puis, quand on voit tout ce que Frédéric de Borsu a sorti sur, notamment sur le prince Philippe, on se dit, quel drôle d'ordre sexué où donc l'homme domine la femme, quand on voit comment on traite et on maltraite quelque part l'homme ou la femme, peu importe. Donc tout ça, c'est des exemples pour vous montrer que j'estime en tout cas qu'on est dans une société où les repères et les modèles explosent. Et si on demande ici à ces deux reines qu'est-ce que vous pensez de l'homme domine la femme, elles auront certainement aussi un avis pour vous montrer qu'on peut être reine dans un État démocratique.
exemple ici avec les deux joueuses de tennis, Kim Clijsters, Justine Henin. Si on est dans une société où l'homme domine la femme, pourquoi est-ce que quand il y a un tournoi, enfin quand il y avait, puisqu'elles ne sont plus actives, mais quand il y avait un tournoi de tennis, pourquoi est-ce qu'on montrait Kim et Justine et jamais des garçons? Tout simplement parce qu'elles jouaient bien, elles faisaient des résultats, donc elles faisaient de l'audience, et donc on les montrait elles. On pourrait prendre d'autres exemples. Si aujourd'hui il y a une compétition sportive où les femmes sont, je dirais, super compétitives, je ne crois pas que les médias se priveront de le montrer, au contraire. Et pour montrer aussi qu'on est dans une société évidemment qui est dominée, à mon avis, plus par l'argent que par une idée d'homme ou de femme, à partir du moment où elles sont bankable, on va évidemment les montrer, on va les mettre en avant. Ça, c'est un petit clin d'œil par rapport à celle que vous avez certainement reconnue, Simone de Beauvoir. Il y a quelques années, le Nouvel Observateur avait publié cette une où on voyait Simone de Beauvoir de dos, photographiée, nue. Et donc ça avait fait scandale parce que ce que certains avaient mis sur la table, c'est qu'on n'imagine pas, par exemple, publier une une avec... notamment son mari, Sartre, nu, quoi. Et de fait, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas très bien, de dos. Enfin oui, de dos, alors j'aurais préféré de dos que de face. Mais bon, voilà. Et alors, est-ce que c'est du sexisme? Ça, à vous, éventuellement, tout à l'heure, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est du sexisme? Voilà, alors je passe sur toute une série de choses parce que le temps passe. Voilà, est-ce que non, dans une société donc, effectivement, où l'homme domine la femme, on a un Adolf Hitler, donc ce serait donc l'exemple du modèle de l'homme qui représente toutes les valeurs masculines, style Rambo, style aussi Karl Lagerfeld. Mon opinion, c'est qu'un être humain naît, et de par sa simple naissance, enfin c'est pas vraiment mon opinion, c'est l'état actuel du droit, de par sa simple naissance, il a des droits et des libertés, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau. Et il n'y a pas de valeur masculine ou féminine, il n'y a pas de rôle masculin ou féminin. En tout cas, moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ces modèles masculins. Et là non plus, d'ailleurs, je ne me reconnais pas. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ni dans François. Voilà. Autre exemple, autre image. Lorsque Justine Henin décide d'arrêter la compétition, en fait, elle, vous vous souvenez sans doute de cette conférence de presse, elle est très, très forte, elle est très sûre d'elle, et c'est Carlos Rodriguez qui est en train de chialer à côté. Donc, où est l'homme fort dans cette image? Sarkozy, évidemment, on voit qu'il est filmé et il est sur un petit comment dire, enfin, il est surélevé. On dit souvent que quand on parle d'une femme politique, on ne parle que de son physique. Alors j'ai envie de dire, Sarkozy, de quoi est-ce qu'on a souvent parlé à son propos? On a quand même beaucoup parlé de son physique. Oui, bon, je passe des images. Je passe ces images que vous connaissez. Et j'en reviens très vite, alors, parce qu'il reste 5 minutes, sur le baromètre et sur la diversité. Et je reprends la photo d'Obama avec un doigt qui se lève. Attention quand même. Je ne veux pas ici critiquer le baromètre, je parle ici en mon nom, je ne parle pas au nom de la RTBF, je veux juste faire quelques petits commentaires pour nourrir aussi le débat. Je crois qu'il est très 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 compliqué de vouloir mesurer les médias, c'est-à-dire de les objectiver, mais ça vous le savez aussi bien que moi, à partir du moment où la population belge elle-même n'est pas mesurée sur base de critères, notamment d'origine. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire, ce serait rigoureusement illégal. Et tu l'as dit toi-même, d'ailleurs, quand tu reprenais tes exemples, tu disais, mais en même temps, ces chiffres ne veulent, entre guillemets, rien dire, parce qu'on ne sait pas quelle est la part de population, etc. Donc, quand on mesure ou quand on objective, c'est très, très, comment dire, c'est très, très relatif, quoi, puisqu'on n'a pas, on ne sait pas ce qu'on compare, en fait. C'est la première chose. Deuxièmement, dans l'encodage que vous faites, en fait, vous ne tenez pas compte de la personnalité de l'intervenant, ni de la nature, bon ça a déjà été relevé dans une intervention, ni de la nature de ses propos. Je veux dire, on peut avoir un débat avec deux personnes, un homme, une femme. Si c'est d'un côté Hollande et l'autre côté Marine Le Pen, vous aurez 1-1 dans votre quota, mais je veux dire, dans la nature des propos, voilà. Donc, mais on le sait bien, hein, tout ça on le sait, hein, c'est juste pour le relever. Et puis la question de la perception, évidemment.
Et là, je suis obligé de revenir là-dessus parce que pour moi, c'est quand même très, très important. Cette idée donc, de vouloir photographier les médias avec cette grille de lecture qui vient de France, vue comme blanc, vue comme non blanc, me gêne très fort, sachant que voici toutes les sous-catégories donc, de non blanc. Et donc il y a le noir, il y a l'arabe. On a parlé tantôt de maghrébins. Arabes, dont iraniens et berbères. Asiatiques. Arabe, dont iranien. Oui, oui, mais ça ne vient pas de moi. Hein. Européens de l'Est, Turcs, Métis, il y a un autre, et il y a un multicolore, et puis il y a un je ne sais pas. On m'aurait demandé il y a 3 ans, on m'aurait demandé, tiens, est-ce que pour toi, Fellaini, puisqu'on reprend son exemple, est-ce que pour toi c'est un blanc ou un non-blanc? J'aurais dit, pour moi il est blanc. Enfin, je sais pas, Fellaini est un blanc. Eden Hazard, pour moi c'est un blanc. Et venir donner quelque part comme message, parce que même si tu dis que c'est de la méthodologie, mais en même temps, quand on fait après comment dire, quand on rapporte les résultats du baromètre, tu sais très bien que les titres de la presse, ce sera les médias sont blancs. D'ailleurs, ça a été le cas en France, où on résume en une phrase, les médias sont blancs. Sous-entendu, on ne montre pas la diversité, on ne montre pas les non-blancs. Et qu'est-ce qu'on dit aux personnes, je déteste ces catégories, aux personnes d'origine étrangère? Pour moi, ce ne sont pas des personnes d'origine étrangère, mais peu importe. Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'êtes pas blanc, donc vous n'êtes pas comme nous, vous êtes différents. Donc on les discrimine. Et je me souviens très bien aussi de la réaction de Fadila Lahanan, le jour où elle a appris qu'elle n'était pas blanche. Je ne crois pas qu'elle était d'accord. Émir Kir. Je me souviens aussi du fameux meurtre de Jovan Olsbeck, quand il y avait les photos, les images prises à la sortie de la gare. Donc le message qui sortait au niveau médiatique, c'est que c'était une personne d'origine étrangère, mais marocaine. Hein, marocaine. Et puis après, on apprend, merde, c'est un Polonais. Pas de chance, c'est un Polonais. Puis ça, c'est pour l'humour, parce que, et en même temps un humour pas très de bon goût, puisque dans vos catégories, j'ai pas vu la catégorie juif, ce qui fait quand même très peur. Voilà, je termine là-dessus. C'était un peu mon cri du cœur par rapport à ça. Comment est-ce que toi Oui, je termine sur les actions positives. Comment est-ce que toi tu vois la lutte contre les stéréotypes dans notre boulot quotidien? Et puis alors on prendra peut-être 5-10 minutes. Oui, j'arrête de toute façon. Mais non, tout simplement, donc, prendre conscience des stéréotypes, je crois que ça c'est vraiment d'intérêt public et c'est très important que tout le monde, à commencer par les professionnels des médias, prennent conscience des stéréotypes et des clichés, qu'on fonctionne et qu'on utilise volontairement ou involontairement des clichés et qu'on doit donc apprendre à dépasser le plus possible, en tout cas, ce qui pourrait être de l'injure ou être de la discrimination. Et donc on doit ouvrir, nous, professionnels des médias, on doit ouvrir les yeux. Mais ça ne se fait évidemment pas par une interdiction, mais ça se fait par des actions positives. Et donc Jean-Pierre, au quotidien, vous demande de chercher la femme dans vos reportages. Donc ça, je crois que c'est une instruction de bon sens. En même temps, des actions positives, on peut le faire à d'autres niveaux. J'avais un exemple à vous montrer, mais malheureusement, techniquement, ça ne marche pas. C'est un programme qui va s'appeler La boîte à clichés et qui sera diffusé à partir du 12 novembre sur la RTBF, juste avant le JT de 19h30. Et c'est un micro-programme qui part chaque fois d'un cliché et qui essaye de montrer, au travers de toutes les représentations médiatiques, l'envers du décor éventuellement, ou comment on peut retourner le cliché. Donc je vous invite à regarder ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, et je vais prendre ça. Les questions sont ouvertes à Muriel aussi, évidemment. Je vais juste vous demander de parler très près du micro. Oui, et de rappeler les questions sinon. Voilà. N'hésitez pas. On a dû aller vite, donc on a parfois été... Oui, je repose cette question. C'est plutôt une réflexion parce qu'il me semble que des choses souvent plus insidieuses que dans l'éducation qu'on donne aux femmes, aux filles, dans la manière dont on représente les femmes dans la société. Je parle des femmes, c'est aussi des gens d'origine étrangère.
Et que je pense que c'est une espèce de climat qu'il faut essayer d'améliorer, de sentiment général, de mise en valeur, plutôt que de se dire que faire des quotas, des choses comme ça. Il faut plus dans la finesse, me semble-t-il, dans la manière dont on appréhende les problèmes. Okay. Je voudrais juste dire en fait que quand je parlais de choix méthodologique tout à l'heure, on est dans deux approches très différentes entre le baromètre et l'analyse sur les stéréotypes ici. Quand on parle de stéréotypes, on touche au contenu, à la manière dont les choses sont montrées, la manière dont c'est fait. Et nous, on compte simplement, mais la question d'apparaître ou non apparaître à l'écran et le fait d'apparaître et de parler ou ne pas parler, c'est quelque chose qui est aussi intéressant en termes de conséquences. Est-ce que quelqu'un, une femme par exemple, qui regarde la télévision et qui voit que le système dominant médiatique tel qu'elle le représente à l'écran est de ne pas lui donner la parole, ou peu la parole, fait qu'on intègre, est-ce que dans la société on n'intègre pas du fait que c'est normal finalement pour une femme de ne pas prendre la parole ou de moins prendre la parole qu'un homme. Et donc c'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, mais c'est et très certainement que ce n'est pas les médias à l'origine de ça. On l'a vu, on a vu les images d'archives. Et donc l'option du baromètre, c'est de montrer simplement une présence-absence et type de présence. Et donc, on ne va pas dans le stéréotype. Le stéréotype est un élément qui est fondamental dans le fonctionnement des médias. Dès lors qu'on condense un propos, dès lors qu'on condense une parole, on va à l'essentiel, et l'essentiel, c'est une catégorie, c'est une case dans laquelle on range les choses. Le stéréotype devient dangereux. Quand tu dis ça devient sexiste, le stéréotype devient dangereux quand il passe le cap du préjugé, quand on associe à une catégorie d'individus un défaut majeur ou un élément majeur. Et moi, je me souviens d'une télévision où on était allé, où on m'avait dit clairement, il y a un quartier qu'on couvre, c'est une télévision locale, il y a un quartier qu'on couvre qui a une réputation d'être le Bronx. Et c'est vrai, on s'est rendu compte que systématiquement, on allait là pour couvrir des événements négatifs. Et quand il y avait quelque chose de positif, on n'y allait jamais. Et donc, on contribuait finalement à renforcer le système. Et donc, ils ont changé leur politique éditoriale par rapport à ça en essayant de ne pas systématiquement aller là quand il y avait une couverture à faire sur quelque chose de négatif. Et d'essayer d'aller chercher des choses, si ça se passe bien, de le montrer aussi. Et c'est dans... Tous les déclics doivent venir de là. Et donc, le stéréotype, effectivement, le stéréotype est quelque chose de naturel pour moi. Sur la question des effets, donc, juste aussi en deux mots, il y a aussi 36 thèses, évidemment. Soit la thèse qui consiste à dire qu'en fait, le téléspectateur ou l'auditeur, il reçoit son message un peu comme une seringue et il reproduira tout ce qu'on lui a montré. Il y a l'autre thèse à l'autre versant, c'est de dire qu'on est plutôt dans une logique où il y a une telle explosion de causes que finalement il y a une ambivalence des effets. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir la même éducation, la même formation et pourtant on va réagir face à un film de manière tout à fait différente. Tu vas peut-être aimer des films de violence et moi je vais aimer des films romantiques alors qu'on a la même formation, mais peut-être qu'on a d'autres événements personnels. Et alors effectivement, mais je crois qu'à l'RTBF on a suffisamment de valeurs, pour reprendre aussi ce que tu disais, on a des valeurs à défendre, hein, et ça fait partie du plan d'action d'ailleurs, des valeurs de cohésion sociale par exemple, et des valeurs d'égalité bien sûr aussi, donc de mise en avant des droits. Et donc l'épanouissement de chacun, montrer à chacun qu'on soit homme ou garçon, fille, femme, peu importe, on a toutes les potentialités. Et ça, c'est vrai que c'est le rôle des médias de le montrer, et de montrer qu'il ne faut pas croire que l'horizon est fermé. Non, l'horizon est ouvert et qu'on peut réussir à faire quelque chose. Hier, pour ceux qui l'ont vu, un reportage de Adjel Habib, je crois que c'est sur Arte. C'est pas l'opération Baba ou Daba, pardon. C'est pas dans le cas de cette opération-là, mais c'est super. Voilà, on voit notamment la maman d'Adjel Habib, et c'est génial. C'est un reportage qui ouvre les yeux. Et moi, je suis plus dans mon sentiment, j'ai plus l'impression que les médias nous aident à ouvrir les yeux et à être plus intelligents que le contraire. Mais c'est vrai que c'est une action de tous les jours, et l'RTBF doit particulièrement y être attentive, bien sûr.
Et on ne le fait pas toujours, donc ça c'est... Oui. Un peu l'éthologique aussi. Les pieds des yeux, ou faire du miroir plutôt que la fenêtre qui s'ouvre. Pour reprendre l'expression. Il y a plus de 20 ans, on faisait entrée libre. Les vieux dinosaures s'en souviennent. C'était une émission qui donnait la parole aux citoyens qui avaient carte blanche pour mettre sur antenne une préoccupation, des valeurs. Un peu comme lieu public ou quoi, non? Il y a des noms blancs à l'antenne. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je voulais savoir si ça ne se poserait pas la question du développement d'une autre typologie Effectivement, donc on est tout à fait conscient, que la méthodologie en place est limitée. On compte simplement qui apparaît et un petit peu comment. Et on ne va pas vers les contenus. sans ensemble intégré de biais normatifs ou quoi que ce soit, mais juste pour avoir des statistiques un tout petit peu plus fines sur, parce que quand on dit blanc non blanc, il faut encore voir chez les Maghrébins, chez les... Ces éléments-là sont disponibles. On peut descendre davantage dans l'étude, à savoir que effectivement sur les non-blancs, on voit par exemple que certaines communautés, enfin certains critères qui sont détaillés là et qui sont inspirés des critères du CSA français, donc on les a pas inventés tout seuls et qui ont été cautionnés, validés par le Centre pour l'égalité des chances, parce que ce ne sont pas des critères d'origine, mais des critères vraiment, des critères de reconnaissance. Et on ne va pas à l'essence, à la substance des gens, mais on va vraiment à... C'est une étiquette méthodologique, ce n'est rien d'autre que ça. Mais nous, on est conscient de la limite. Donc même si le quantitatif donne des détails un peu plus qu'on peut exposer, mais il faut beaucoup de temps pour les exposer, on est conscient qu'au-delà de ça, ça ne règle pas le problème. Demain, si on a 50% de femmes et 50% d'hommes à l'écran, ok, mais ça ne dira rien non plus de comment ils apparaissent et de ce qu'ils disent. Et donc, on est tout à fait conscient des limites. Mais on est aussi conscient que la première étape, c'est déjà de conscientiser, de sensibiliser, et qu'au-delà, on pourra passer au qualitatif, on pourra peut-être passer après à la manière dont la parole est donnée, etc. Mais à ce stade-ci, en l'état des choses, le premier plan, en tout cas le plan dans lequel on nous a embarqués, c'était d'abord d'ouvrir nous aussi les fenêtres, et je pense que on trouve que depuis, enfin nous, c'est une évaluation intuitive, hein, mais je pense que depuis qu'on a commencé le premier baromètre, nous on a vu des choses changer à l'écran, on a eu des discussions super intéressantes avec toutes les rédactions, et on a appris autant certainement que les médias ont appris, et on ne regarde plus le baromètre de la même façon non plus. On sait qu'on peut aller plus loin, et on sait que si on veut aller plus loin, ce sera avec les chaînes de télévision et avec les rédactions et pas contre elles. Et donc les quotas, nous, on sait bien que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas nécessairement. Ok, peut-être alors pour terminer, dis-nous un des clips que vous avez préparés, raconte-nous au moins, ça prend une minute. Mais sans le montrer, c'est un peu compliqué. Hein. Sans le montrer, c'est un peu compliqué. Oui, il fallait choisir. Donc on a fait 8 capsules parce qu'on avait un financement pour en faire 8, et on verra bien s'il y aura une suite. Donc on a choisi 8 clichés, et bon, le premier qui sera diffusé, c'est les femmes manquent d'humour. Voilà, certains vont se dire, mais avec quoi il vient, que les femmes manquent d'humour? Mais non, les femmes ont de l'humour. C'est simplement montrer au départ d'un cliché, tous des exemples dans des films, dans des séries, dans l'actualité, que bien sûr que les femmes ont de l'humour, et que l'humour n'a pas de sexe. Le mécanisme, c'est effectivement qu'on attribue à tout un sexe un défaut. Oui. Mais alors parfois, ça c'est toute la différence.